L'invité politique de Gérard Leclerc sur Radio Classique et Paris Première. Barbara Pompili, rebonjour. Donc, la disparition, l'explosion du groupe Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée nationale après le départ de 6 députés écologistes qui vont rejoindre le groupe PS. Ils parlent de dérive sectaire à propos de leurs anciens collègues. C'est désolant, c'est inédit à l'Assemblée nationale. Pourquoi et pourquoi maintenant ? Bien sûr que c'est désolant parce que nous avions enfin réussi à avoir un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, ce qui était une première de toute l'histoire de l'écologie. On avait prouvé que il était possible, même dans des temps de division, et ne nous leurrons pas, la division chez les écologistes, depuis la sortie du gouvernement, est quelque chose de très fort, mais on avait réussi à créer un équilibre, c'est-à-dire avec 2 sensibilités qui pouvaient s'exprimer au sein d'un groupe par le biais d'un accord. On avait réussi à déposer des propositions de loi, des amendements, on était audible. Eh bien, parce que Cécile Duflot a refusé de garder ses accords, a refusé de tenir ses accords et a voulu prendre le pouvoir au sein du groupe, malheureusement, ça a fait exploser ce fragile équilibre. Parce que c'est quand même les députés de votre sensibilité, ceux qui sont, pour aller vite, en gros, qui soutiennent le gouvernement, qui sont partis. Oui, vous savez, ça fait, je vous dis, des mois, si ce n'est maintenant des années, que nous essayons de faire tenir ce groupe. Nous avons mis en place un accord de fonctionnement, un mode de fonctionnement qui permettait de faire s'exprimer 2 sensibilités qui aujourd'hui sont vraiment très différentes. Il fallait tenir cet accord. Tant que cet accord tenait, on pouvait garder le groupe. À partir du moment où quelqu'un... C'est Cécile Duflot qui a pris la responsabilité de rendre cet accord. Elle l'a fait publiquement, puisque elle a indiqué publiquement sur notamment les réseaux sociaux qu'elle était devenue la seule présidente du groupe. Alors qu'un groupe comme cela, qui est en 2 parties, on ne peut pas faire cela parce que c'est un coup de force. C'est un coup de force qui faisait que malgré tous les efforts, et je le répète, parce que derrière il y a aussi des salariés, malgré tous les efforts qui ont été faits, eh bien, on ne pouvait plus... Les écologistes réformistes ne pouvaient plus rester dans un groupe qui n'avait plus 2 têtes, qui n'en avait plus qu'une, qui était la tête qui représentait une écologie dans laquelle nous ne nous reconnaissons plus. Alors les amis de Cécile Duflot ont une autre interprétation. Ils disent que derrière tout ça, il y a la main d'Élysée. Que c'est l'Élysée quelque part qui a provoqué cette explosion, qui a voulu cette explosion. Oui. L'éternelle théorie du complot, l'éternelle théorie aussi de ils veulent se placer, ils veulent des postes. Moi, ça fait des années que j'entends ça. Non, il y a un vrai problème de fond et l'écologie politique aujourd'hui est à un tournant de son existence et l'écologie politique est capable toute seule de se diviser. Il n'y a absolument pas eu de pression quelconque de l'Élysée sur cette question-là. Simplement, aujourd'hui, effectivement, la césure est profonde, la cassure est profonde entre ceux qui veulent essayer de faire avancer les choses dans les institutions, essayer de faire changer la vie des gens de leur quotidien, et puis ceux qui se réfugient dans des postures, dans le non à tout, dans la dénonciation et qui aujourd'hui apporte certainement une parole au débat, mais en tout cas n'apporte pas grand-chose à la vie quotidienne des Français. On en vient à votre secrétariat d'État. Cette nuit, l'Europe n'a pas réussi à se mettre d'accord sur une autorisation au nom du glyphosate. C'est l'herbicide qu'on trouve notamment dans le Roundup. Les experts européens donc sont divisés. Vous, Clément, vous êtes pour l'interdiction ou non ? Oui, et puis le gouvernement est assez clair là-dessus. Le glyphosate, on l'a vu, est un insecticide qui est dangereux et en plus, dont nous savons qu'aujourd'hui, il est un perturbateur endocrinien. C'est-à-dire que il a des risques pour la santé humaine. Donc, il est hors de question qu'on puisse utiliser à nouveau le glyphosate. Donc, je suis là complètement en accord avec la position défendue par le gouvernement, qui est une position de sagesse, qui est une position de précaution. De toute façon, le glyphosate, d'une manière générale, les néonicotinoïdes sont associés à un mode de production agricole, qui est un mode de production qui a montré ses limites, qui est un mode de production qui pouvait aller dans les années 50-70, mais qui aujourd'hui ne correspond plus à des objectifs de développement durable, qui ne correspond plus au monde dans lequel on est aujourd'hui. Et donc nous devons orienter autrement notre système agricole pour qu'il soit moins dépendant de ces intrants. Tout ce travail-là, il est en train d'être fait et il doit continuer. On en parle justement, parce qu'effectivement, les néonicotinoïdes font partie de la loi biodiversité que vous défendez actuellement devant le Parlement. C'est donc des pesticides dangereux, notamment pour les abeilles. Le texte a fluctué, on a parlé d'une interdiction en 2017, puis en 2018, maintenant ce serait en 2020. Pourquoi ?
Parce qu'il y a des pressions très fortes de certains lobbies pour faire en sorte qu'il n'y ait pas cette interdiction. Parce que d'abord, ça rapporte énormément d'argent, ces insecticides, et en plus, encore une fois, les agriculteurs aujourd'hui ont été poussés, et là ce sont des choix politiques qui ont été faits, ont été poussés vers ce mode de production qui les oblige à utiliser beaucoup de ces insecticides. Donc les lobbies, vous dites, interviennent. On remarque d'ailleurs que c'est le Sénat qui a plusieurs fois revenu sur l'antenne. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, face à cela, ce qu'on a essayé de faire nous, c'est de tenir une position équilibrée, c'est-à-dire d'aller vers cette interdiction. Et donc là, avec Stéphane Le Foll, avec Ségolène Royal, on s'est mis d'accord. L'interdiction doit être dans la loi, mais on le fait en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'on commence à interdire à partir de 2018, en disant, on interdit pour là où il existe des alternatives. Et puis, au fur et à mesure que les alternatives se font pour d'autres produits, pour d'autres cultures, on interdit pour une interdiction après définitive en 2020. Ça permet non seulement d'avoir cet objectif d'interdiction pour notre santé, pour l'avenir de notre agriculture, mais aussi d'accompagner nos agriculteurs dont certains, sur certaines cultures, ont besoin d'un peu de temps pour s'adapter. C'est notre rôle aussi que de les accompagner, que de ne pas les laisser dans une situation de blocage, ce qui serait évidemment inacceptable. Un mot rapide sur l'huile de palme, qui est responsable de la destruction de forêts. Alors là aussi, il n'est pas question d'interdiction, mais de taxer pour favoriser l'huile de palme durable. En quelques mots. L'huile de palme aujourd'hui, elle bénéficie d'une niche fiscale, alors qu'il n'y a aucune raison, surtout que l'huile de palme aujourd'hui est quand même responsable de la déforestation dans certains pays. Mais en même temps, on ne peut pas l'interdire. Dont l'Indonésie et la Malaisie. Non, parce que d'abord, c'est une huile qui est utilisée, qui peut avoir un intérêt si elle est bien utilisée. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a des pays qui sont sortis de la pauvreté grâce à cette production. Donc nous, on n'est pas là pour dire du haut de notre Aventin, on vous laisse dans les difficultés et puis on ne s'en occupe plus. Donc, évidemment, on supprime l'avantage fiscal, parce que là, c'était pas normal. Donc, on supprime l'avantage fiscal et parallèlement, par contre, on donne un avantage fiscal aux huiles certifiées durables qui ont beaucoup augmenté. Aujourd'hui, la proportion a été multipliée par 10 des huiles certifiées durables pour aider ces pays justement à s'orienter vers des productions qui n'attaquent plus la forêt, qui sont plus respectueuses de l'environnement. Donc nous, notre travail, c'est d'aller avec ces pays pour les aider à se développer, mais à se développer sans faire les mêmes erreurs que nous avons faites pendant très longtemps. Alors, il y a également dans la loi, mais on n'a plus le temps d'en parler malheureusement, la création d'une agence de la biodiversité. Je voudrais quand même qu'on dise un mot de l'affaire Baupin. Vous n'avez pas témoigné contre lui, comme 8 femmes l'ont fait, 8 femmes d'Europe Écologie Les Verts. Certains vous l'ont reproché d'ailleurs. Vous dites que vous n'avez pas été harcelé, ce qui est peut-être après tout. Je ne vais quand même pas inventer des harcèlements pour satisfaire un certain nombre de personnes. Évidemment, je n'ai pas à douter des accusations qui ont été portées et c'est pourquoi la justice doit en être saisie. Mais je n'ai pas été concernée par ces méthodes. Je connais Denis Baupin. Je sais qu'il peut avoir des tendances à la drague. Est-ce qu'il a passé les bornes ? Ce n'est pas à moi de le dire, c'est à la justice. Mais en tout cas, moi, je n'en ai pas été victime et je n'en ai jamais été témoin. Alors, il y a quand même le sexisme en politique. Oui. Ça, est-ce que ça existe ? Est-ce que vous l'avez rencontré ? Est-ce que vous auriez pu signer cet appel qui a été signé donc par 16 anciennes ministres contre le sexisme et le harcèlement politique ? Oui, bien sûr qu'il existe du sexisme en politique. Bien sûr qu'il existe un sexisme très fort, mais je dirais bien dans notre société. Moi, les manifestations de sexisme dans mon entourage, j'en ai eu. Mais les manifestations de sexisme au quotidien que je reçois et que toutes les femmes politiques reçoivent, c'est sur les réseaux sociaux, c'est dans certains journaux. J'en avais parlé et je vais avoir l'occasion de m'en expliquer avec des gens de Libération qui ont enfin décidé de me contacter. Mais le portrait de Libération de moi, il y a 2 ans, était extrêmement humiliant. Donc, c'est un système qui existe auquel il faut s'attaquer. Mais ce que je reproche aux appels qui ont été faits, c'est que ce sont des appels uniquement de femmes.
laissant penser que tous les hommes sont une armée d'obsédés et imbus de leur importance. Non, il y a plein d'hommes qui sont aussi dans le combat féministe. Ces hommes se sentent aujourd'hui un petit peu exclus de ce qui est en train de se passer. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'ensemble, on travaille contre le sexisme. Ensemble, on laisse les femmes qui ont été harcelées, justement, pouvoir libérer leurs paroles. Mais par contre, attention de ne pas tout mélanger. Moi, j'ai peur aussi d'un espèce de retour à l'ordre moral qui ne me paraîtrait pas être une bonne chose. Donc, sachons être rationnel et faire la part des choses dans cette histoire. Ne laissons pas une forme d'excitation ou d'hystérie, même si je déteste ce mot, s'emparer du débat sur ces questions-là. Merci Barbara Pompili. À suivre le flash de Sophie Pallinet, la revue de presse de Renaud Blanc avant Accord des accords, Régis Le Sommier et Denis Tillinac pour son livre L'âme française.